Il ne suffit pas de vivre avec son temps, il faut vivre avec le futur. David Ben-Gourion, Premier ministre d'Israël. Pour beaucoup, Israël est le pays des récits bibliques et des ruines historiques. Grâce à des centaines de sites de fouilles archéologiques comme celui-ci, les Israéliens préservent méticuleusement leur passé. Mais ils ont toutefois le regard tourné vers l'avenir, et non seulement vers leur avenir, mais vers l'avenir du monde entier. L'un des commandements juifs est Tikkun Olam, ce qui signifie améliorer le monde devant Dieu, rendre le monde meilleur. Je vois un lien direct entre notre croyance en Tikkun Olam et cette incroyable explosion d'activité et d'innovation dans ce pays de start-up. Aujourd'hui, le monde ne parle que de sauvegarde de l'environnement. Mais les Israéliens étaient écologistes bien avant que l'idée devienne populaire, environ un siècle avant. Créer une terre verte, un pays vert, fait partie du rêve sioniste. Avec le temps, et par notre expérience et nos recherches, nous avons étudié les moyens d'y arriver. Le prophète Ésaïe a décrit une époque où le désert se réjouira et fleurira telle une rose. Pour les Israéliens modernes, il s'agit là plus que d'une simple prophétie ancienne. C'est un commandement. Faire fleurir le désert. Israël est un pays tout petit. Regardez une carte de la région. Nous blaguons souvent en disant qu'il n'y avait même pas assez de place sur les cartes pour y écrire le nom d'Israël. Mais nous devions le conserver, le garder, l'entretenir. C'était notre bien. Pour les premiers colons israéliens, l'écologie signifiait planter des arbres. Ils commencèrent dans le désert du Negev, un endroit qui ne reçoit que 25 à 170 mm de précipitations par an. Dans les années 40, Jérusalem était encore sous contrôle arabe et le Premier ministre israélien, David Ben-Gourion, voyait dans le Negev le futur d'Israël. Il y ordonna donc la création d'une forêt, mais son équipe de scientifiques lui expliqua que ce n'était pas possible. La réaction de Ben-Gourion ? Aucun problème. Cherchons d'autres scientifiques. Le Premier ministre trouva de nouveaux scientifiques et le désert du Negev se mit à fleurir. Aujourd'hui, la forêt de Yatir compte plus de 4 millions d'arbres, dont des caroubiers, des pins, des oliviers et des figuiers. Israël fait partie des rares pays dans le monde dans lesquels il y a eu plus d'arbres à la fin du XXe siècle qu'au début du même siècle. Jusqu'à présent, nous avons planté plus de 240 millions d'arbres, ce qui est un nombre important pour un si petit pays. Au centre de cette forêt se trouve une vigne plantée sur les vestiges d'une vigne ayant existé il y a 2000 ans. Les scientifiques cherchèrent quelles étaient les plantes pouvant pousser dans le Negev, et une de leurs sources fut la Bible. Il y a des ruines archéologiques un peu partout dans le pays. Des systèmes d'irrigation, des barrages, des terrasses, partout. Nous avons commencé par la reconstruction d'anciennes plantations. Nous avons planté des arbres des temps bibliques et ils ont survécu sans autre irrigation que celle de l'eau de surface. De la même manière que le faisaient déjà nos ancêtres, il y a 2000 ans. Non seulement les arbres produisent des fruits, mais en outre, ils purifient l'environnement en absorbant le dioxyde de carbone. Des études montrent que planter des forêts semblables sur seulement 12% des terres les plus arides au monde réduirait la teneur de carbone de l'atmosphère d'une gigatonne par an. Cela équivaut à l'émission de carbone de 1000 centrales au charbon. Aujourd'hui, des scientifiques du monde entier se rendent en Israël pour étudier la forêt de Yatir. Nous aimons servir, nous sommes fiers de proposer toutes nos trouvailles aux autres pays. Nous voulons partager notre savoir, bien entendu, mais aussi apprendre des expériences des autres pays. Les Israéliens œuvrent non seulement pour la protection de l'environnement, mais ils cherchent également des moyens pour permettre au pays de fonctionner sans pétrole. Israël est un beau pays qui mérite d'être visité, avec ses régions incroyablement luxuriantes et intéressantes. Cependant, nous n'avons ni mine d'or, ni pétrole,
ni mines de diamants. Nous avons seulement un pays possédant des ressources humaines plutôt que naturelles. Et nous valorisons beaucoup le peu que nous avons. Israël manque peut-être de pétrole, mais possède une ressource naturelle en quantité virtuellement illimitée. L'énergie solaire. La plus grande ressource naturelle d'Israël? Le soleil. Nous avons beaucoup de soleil ici. C'est un pays chaud. Et nous produisons de l'énergie solaire. Pratiquement toute l'année, le soleil tape sur des terres qui sont pour la plupart désertiques. Ce que certains appelleraient un handicap, Israël en a tiré un avantage. Les Israéliens font usage de panneaux solaires sur leur toit depuis les années 50, alors qu'on n'en avait encore jamais entendu parler dans le reste du monde. 90% des foyers israéliens possèdent un chauffe-eau solaire. On ne trouve cela nulle part ailleurs dans le monde. En 2011, le premier champ solaire à usage commercial fut terminé au sud de la vallée de la Harava. L'entreprise, Harava Power, possède aujourd'hui 9 autres champs en construction et prévoit 40 nouveaux projets énergétiques en Israël au cours des 3 années à venir. Leur objectif est de pouvoir fournir 1/10 de la demande énergétique en Israël. Les fondateurs de l'entreprise construisent à présent des champs solaires dans plusieurs pays du tiers-monde, comme Haïti, l'Équateur et le Rwanda. Le champ solaire du Rwanda fut terminé et fonctionnel à la fin 2013 et doit produire 8% de l'énergie du pays. Depuis le début, Israël a été un leader dans les technologies propres. En partie parce que nos voisins ont beaucoup de pétrole et ont d'une certaine manière corrompu le système économique et politique mondial, tout en faisant un usage injuste, afin, je pense, d'imposer parfois des idéologies nuisibles. Ainsi, si Israël pouvait lutter contre la dépendance du monde à l'égard du pétrole, que pourrait-il arriver de mieux? En 2005, un développeur de logiciels israélien du nom de Shai Agassi répondit à une question similaire lors d'une conférence. On nous a demandé comment allez-vous rendre le monde meilleur? Réponse d'Agassi, en libérant un seul pays de la dépendance du pétrole. Le reste du monde suivra. La voiture électrique. La première étape était de mettre en place une flotte de voitures pouvant rouler sans pétrole. Agassi lança ainsi une entreprise appelée Better Place, qui fabriquait des voitures électriques fonctionnant sur batterie. La batterie se rechargeait en une nuit grâce à un chargeur adapté installé chez le propriétaire du véhicule. Pour les voyages plus longs, les conducteurs pouvaient faire l'échange de leur batterie dans des stations présentes partout en Israël. L'opération complète prenait moins de 5 minutes. J'ai entendu dire qu'elles sont rapides. Elles sont assez rapides, oui, parce qu'elles n'ont pas de boîte de vitesse. Pourquoi sont-elles si rapides? Lorsque vous accélérez, vous avez directement tout le couple. Il n'y a pas de boîte de vitesse. Vous avez juste la position conduite, arrêt et marche arrière. Vous avez donc directement le plein couple du moteur. De 0 à 100 en combien de secondes? À peu près 6 secondes 9. Vraiment? Je vais peut-être pouvoir décoiffer mon caméraman en passant devant lui. En tant que consommateur, une des choses qui m'attire beaucoup est le silence absolu de ce véhicule. L'objectif avec cette voiture était de construire un véhicule ainsi que le réseau qui va avec, qui soit attractif pour tous. Vous ne devez pas être fan d'écologie pour vouloir cette voiture. Vous pouvez juste vous dire « J'aime cette voiture parce qu'elle est rapide, puissante et a de belles accélérations. Et je peux emmener toute ma famille. » C'était fun. Malheureusement, la demande du public pour les voitures électriques n'a pas suivi la vision de Better Place et l'entreprise fut déclarée en faillite en mai 2013. Mais certains experts disent que tout est dans le timing et que la voiture à batterie électrique sera un jour sur les routes. En attendant, les Israéliens ont une autre option tout aussi écologique et des milliers de dollars moins cher. Le vélo en carton. En 2008, un amateur de cyclisme du nom de Izhar Gafni eut une idée. Ça m'est tombé dessus d'un coup. Pourquoi ne pas fabriquer un vélo avec du carton? J'en ai alors parlé à 3 ingénieurs que j'apprécie beaucoup, mais qui m'ont tous dit que c'était impossible, pas moyen de le faire. Un jour, alors que j'étais à la table avec ma femme, elle remarqua que j'étais très pensif. Je lui avais parlé de ces ingénieurs que j'étais allé voir et qui m'avaient dit que mon idée était impossible à réaliser. Elle m'a regardé et a dit « Je te connais. Si tu n'essaies pas, tu vas devenir fou. Et puis tu me rendras folle. Et puis tu rendras tout le monde fou dans la maison. Alors vas-y, lance-toi. »
4 ans et 6 prototypes plus tard, le vélo en carton était prêt à prendre la route. Le vélo terminé ne pèse que 9 kg, mais peut soutenir un cycliste de 225 kg. Et contrairement au carton ordinaire, il est entièrement résistant à l'eau. La production en masse de ce vélo a débuté vers la fin 2013. Il coûte environ 9 $ à la fabrication et il est vendu autour de 60 $. D'où cela vient-il? De quel droit pouvons-nous rêver ainsi? Nous sommes un peuple de rêve. On le voit partout dans la Bible. En quelque sorte, ça a toujours été la méthodologie du peuple juif. Dieu nous donne des rêves. Il revient à l'homme de les interpréter. Il revient à l'homme de les expérimenter. Et je pense que cela se retrouve à la base de nos innovations. Le fait que nous nous développions autant est un signe qu'il s'agissait bien de la volonté de Dieu. Que c'était ce qui était censé se produire, que c'était bien ça le plan. Nous sommes un bon peuple, un peuple orienté sur la famille. Nous avons une armée et une société incroyables. Je pense que nous venons seulement de commencer à comprendre que nous devons raconter notre histoire et dire qui nous sommes, plutôt que nous chamailler au sujet du conflit au Moyen-Orient. Nous devons annoncer quelle est la beauté d'Israël. Les Juifs qui le voudront créeront leur État. Le monde sera libéré par notre liberté, enrichi par nos richesses et grandi par notre grandeur. Tout ce que nous tenterons pour notre propre bénéfice retombera abondamment sur toute l'humanité pour son bénéfice.